Un product manager, c'est assez simple. T'es au centre de tout. Maîtrise de prépa qui était ma prof d'espagnol m'a demandé juste avant les concours de passer une autre langue. Parce que c'était pas crédible. T'es en école et on te dit pars et taf. Et ça, c'est assez incroyable. Dès la première année, on te fait ça. Et moi, globalement, je me suis rendu compte de quelque chose chez Ubisoft et que j'y connaissais rien en tech. Et j'y connaissais Walou, Kutchi, Peanuts, zéro. J'arrive, j'adorais le jeu vidéo. Je ne comprenais rien à ce que faisaient les gars. Ça me va d'apprendre des choses qui ont rien à voir, que ce soit déconstruit, que ce soit pas... que la tour, elle soit pas droite. C'est pas un problème de se tromper. Et il y a un nombre d'opportunités quasi infini. Bon, commençons, mon ami. On est Calle 79 ST3. Au PH Ocean Sky. Ocean Sky, on est très très bien. On est quel jour aujourd'hui ? Le 20. On est le 20. Nous sommes le 20 avril, date du printemps berbère historique pour la Camille. C'est fort. C'est très costaud ça. Ouais. On avait le 21 mars, nous, comme date de passage au printemps pour le monde entier. Donc comme nouvel an iranien pour les Iraniens. 20 avril, date officielle de déclaration de renaissance de l'État kabyle devant l'ONU aujourd'hui même. Allez checker. Exceptionnel. T'as écrit un petit mot à ton papa pour le féliciter. Ouais, excellent. Et t'as répondu ? Non, pas encore. Parce que c'est mon daron, il répond rap. C'est excellent, trop pris. Iften, salut. Je suis très content de t'avoir avec nous sur ce podcast, Castor. Iften, tu connais un peu le principe du podcast, on a discuté. C'est pour aider les gens en quête d'informations sur les différents parcours, les différents métiers, à bien s'orienter ou se réorienter. Donc voilà l'objectif du podcast. Il est en 3 temps, très simple. Le premier, sur ton présent, sur ton métier, la fonction que tu exerces aujourd'hui. Le deuxième, sur ton passé, ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à exercer ta fonction aujourd'hui ? Et le troisième, sur plus une ouverture sur le futur, sur les réflexions que tu peux avoir, c'est qui Iften demain. Je vais essayer de te pousser à te projeter sur 6 mois, 2 ans, voilà, pour que les auditeurs sachent aussi ce que tu as en tête. Très bien, vas-y, pousse-moi. Première partie, Iften, on se lance. Déjà, redonne-nous ton prénom, ton nom, ton âge. Je m'appelle Iften Mehni, j'ai 28 ans actuellement, encore, ouais. Et on est, comme tu l'as dit avant, à Panama City actuellement. La ville dans laquelle tu es depuis quelques semaines. T'es arrivé quand à Panama City très exactement ? 1er mars, on est quasiment à 2 mois. Ça fait quasiment 2 mois qu'on est arrivé là. Ok, ça file, j'avais plus ça en tête. 2 mois à Panama City. Iften, donne-nous l'intitulé de ton job aujourd'hui. J'en ai un sur lequel j'ai été recruté, donc du coup c'est celui que j'ai encore, mais la réalité va être un peu différente. Mais je suis officiellement Senior Product Manager dans une start-up mexicaine qui s'appelle Yana, qui est une entreprise spécialisée en intelligence artificielle sur les sujets de santé mentale. D'accord. On va avoir l'occasion de creuser dans c'est quoi ton job officiel, VS ton job d'aujourd'hui. Juste si on s'attarde 3 secondes sur Yana, c'est quoi le produit un peu phare que Yana commercialise aujourd'hui pour que les gens comprennent ce qu'ils font ? Ouais. Yana, je vais le résumer le plus simplement possible. C'est un chatbot avec lequel les utilisateurs peuvent parler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour les accompagner sur un voyage intérieur, d'introspection, un voyage émotionnel, pour les accompagner sur les sujets d'anxiété, de dépression, de solitude, de distorsion. Les sujets où tout le monde n'est pas équipé de la même manière, on n'a pas tous eu la même éducation émotionnelle, on va dire. Et donc, du coup, c'est une application qui permet aussi de répondre au manque d'aide. Notamment, c'est une entreprise mexicaine. Le territoire mexicain est immense et il n'y a pas des psychologues à tous les coins de rue. Ça n'a pas vocation à les remplacer, ça a vocation à être un support additionnel pour être accessible en cas de crise notamment,
Et en cas de... Pour répondre aux questions du quotidien, qu'on se pose tous, on a tous notre tête qui se pose 40 000 questions chaque matin et on est très fort, très très fort chacun pour se créer des scénarios, pour se créer des vérités qui existent en réalité que dans notre tête. Et donc on essaye d'aider à l'analyse de ces vérités qu'on aime bien se construire. Et Yana, aujourd'hui, tu m'as raconté hier que ça avait une grosse base utilisateurs, utilisatrice, ça ne veut rien dire. Ça touche aujourd'hui combien de personnes ont téléchargé l'application, l'utilisent au quotidien? C'est une application, du coup, il y a eu il y a eu un gros boom d'acquisition. On est à 15 millions de téléchargements au total. L'application a 4 ans maintenant. Beaucoup de chance parce que cette acquisition a été faite de manière purement organique. Genre, jamais eu d'investissement en marketing, même pas de stratégie, même pas une pub. On a juste eu la chance que les gens parlent de nous. Et quand je dis les gens, c'était pas n'importe qui. C'est Apple qui un jour a décidé de faire une sélection des 10 apps de santé mentale qu'ils voulaient montrer pour l'Amérique latine. Et surprise, on était dedans. Et sans nous prévenir en plus. Et donc d'un coup, on a été face à des millions de téléchargements qu'on n'a pas vu venir. Et donc du coup, qui nous a permis avoir beaucoup plus de données, mieux comprendre des utilisateurs, s'assurer qu'il y avait un besoin et faire une levée aussi. Excellent. Si on se concentre maintenant sur ton job, tu disais qu'il y avait un petit écart entre ton titre officiel et ton quotidien d'aujourd'hui. Si tu devais renommer ton job d'aujourd'hui, tu serais capable de le faire ou pas? Intéressant. Je dirais en gros, pourquoi mon job, en fait, le titre du job n'a pas vraiment de sens, on va dire, on est sur une start-up à 15 personnes, tu recherches encore un peu ton modèle de monétisation. Un product manager, en soi, n'a pas trop lieu d'être ici. C'est ton CEO qui est product, ou tout le monde est product, en fait, parce qu'il n'y a qu'une seule chose, c'est le produit. Comme je t'ai dit, en plus, il n'y a pas de marketing, on n'est pas en train de pousser sur des sujets comme ça. Donc, tout le monde est focus sur le produit, et la vision, finalement, de la CEO, de la fondatrice, c'est elle qui la pousse aussi. Donc, il n'y a pas besoin d'un product manager en tant que tel. Généralement, les personnes qui se lancent, c'est une fois qu'ils ont assuré le product market fit qu'ils vont aller chercher du product manager. Donc pour ça, je pense que l'intitulé du poste est déconnecté de la réalité. C'est juste que c'était mon poste avant. On reviendra sur cette partie, du coup, j'imagine après. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je suis ? Je suis un mécano. Je suis un gars qui, comme le reste de la boîte, met les mains dans le cambouis tous les jours, qui aide au maximum l'équipe à pousser le projet. S'il faut que demain je travaille sur des projections financières, bah, je vais m'y mettre. S'il faut que je me renseigne sur 5 modèles de monétisation, c'est pour moi. S'il faut faire les specs pour les devs, ça je savais faire, donc ça allait et je continue toujours là-dessus. S'il faut aller à la rencontre d'investisseurs potentiels, j'irai. Donc vraiment, je dirais que c'est un job de main dans le moteur, quoi, main dans le cambouis. Et aujourd'hui, tu reportes directement à la CEO, du coup? Ouais, mais enfin, on peut le voir un peu hiérarchiquement comme ça, mais je vais te dire qui ne reporte pas directement à la CEO quand on est 10, tu vois. Donc, en gros, on a une sorte de board où on est 4 dedans, et derrière, on se répartit le reste des équipes, mais vu qu'on est 10, on a des interactions tous ensemble, chacun a des scopes où tu fais forcément confiance, et donc du coup, il y a une certaine hiérarchie, mais qui est plus pour organiser mieux que vraiment pour représenter une chaîne de commandement. Ce que j'entends, c'est qu'effectivement, quand tu te lances, quand tu lances une startup, tu vas avoir beaucoup d'horizontalité et un reporting qui va se faire pour l'ensemble des employés, vraiment directement la CEO qui est impliquée dans tous les sujets, quoi. T'as pas vraiment la capacité, de par ta taille, à vraiment avoir un organigramme très établi. T'en as un peu par les compétences de chacun. Que le CTO, bah, il va être le manager des devs. Là-dessus, je vais pas demander à la personne qui gère le contenu à valider par des psychologues de manager les devs. Donc il y a un minimum de cohérence sur cette organisation.
en effet, c'est pas le nerf de la guerre. Après, il faut qu'on mette du process partout, il faut qu'on reporte tous de telle manière à telle personne, s'assurer que l'information coule partout non-stop. Et ça, c'est le travail de chacun. Pour revenir sur le métier de product manager, Ouais. qui est l'intitulé de ton poste encore aujourd'hui, qui est le métier que tu exerçais avant et on aura l'occasion de creuser, tu disais que l'évaluation du product market fit amenait à l'éventuel recrutement d'un product manager qui exerçait en tant que tel, tu vois, product manager et non plus mécano touche à tout. Aujourd'hui, si tu devais décrire les tâches qu'un product manager est censé avoir dans une boîte, c'est quoi son utilité, c'est quoi son quotidien, c'est quoi le gros qu'il peut apporter à une société, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que c'est quasiment impossible à définir. Le product manager change à peu près dans toutes les boîtes sur son scope, sur sa définition, sur les attentes du poste. Il y en a qui vont être très tournés analytics, quasiment que data. Il y en a qui vont être beaucoup plus tech, qui vont penser les solutions quasiment au point de vue archi. Il y a des personnes qui vont être plus un nouveau poste qui existe maintenant de marketing product manager ou product marketing manager. Product marketing manager. Exactement. Donc du coup, qui vont avoir un focus aussi sur toute l'identité et toute la communication, non pas uniquement directe, mais indirecte de ton produit. Et donc du coup, qui vient accompagner comment va évoluer ton produit. Donc chacun a un peu sa définition. Chacun va avoir des tâches plus ou moins spécifiques, on va dire. Et donc un quotidien différent. Ce que tu as en commun, c'est des personnes qui vont traduire une vision moyen-long terme en une vision et des enjeux business en une solution technologique. C'est des personnes qui sont capables d'entendre, de comprendre des enjeux business, de les matérialiser à partir de KPI et de les traduire grâce à toute une équipe, grâce à des designers, grâce à des développeurs, en quelque chose de concret dans un produit technologique. C'est un peu pompeux. Je vais essayer de le réduire à temps. Ça serait savoir faire bouger un indicateur à partir d'une solution technique. Très clair. Ok. J'aime bien poser la question des contraintes. Tu as des contraintes liées au poste. Tu m'as défini le poste. Tu m'as défini à quoi il servait au sein d'une entreprise. Tu m'as défini aussi que pour une start-up d'une taille encore modeste, 10 à 15 personnes, il n'y avait pas forcément... tout le monde était dans le produit, tout le monde est produit manager, il n'y a pas forcément besoin. Donc je comprends que le produit manager arrive aussi avec une certaine maturité. Est-ce que tu pourrais me donner 2-3 avantages à être product manager et 2-3 inconvénients, tu vois, à exercer ce métier? Ok. Avantage, c'est assez simple. Tu es au centre de tout. En gros, tu es le lien, justement, comme je l'ai dit, entre une solution, des problèmes business et une solution technique. Donc, tu es le lien entre des personnes qui se concentrent uniquement sur le business et des personnes qui, plus ou moins, se concentrent uniquement sur le technique. C'est pas vrai, enfin, tout le monde pense un peu à tout, mais ton focus va être plus tourné, ton curseur va être plus tourné vers soit le business, soit le technique globalement. En tant que product manager, tu es le lien. Et tu es le lien entre ces deux mondes. Très souvent, dans les entreprises, même dans les startups encore aujourd'hui qui sont censées être tech, l'équipe tech est un peu trop souvent une boîte noire pour le reste de l'entreprise. Et donc, être product manager, ça implique un peu être le pont, le traducteur, la personne qui est capable de comprendre un besoin expliqué par quelqu'un et le retransmettre à quelqu'un d'autre d'une autre manière. Et d'arriver au résultat où tout le monde est d'accord. Ça ressemble finalement à une API, maintenant que j'y pense. Mais ouais, donc ça, je dirais que c'est le avantage. Ouais, c'est pas le mot, mais en tout cas, c'est grisant parce que du coup, tu es ce pont non-stop et tu comprends les sujets dans leur globalité. Tu es la personne aussi capable de faire bouger les lignes, j'imagine.
faire avancer les choses. Il y a deux mondes qui se comprennent pas forcément extrêmement bien. Je te dirais que ça dépend justement un peu de ton entreprise. Il y a des entreprises, plus t'es gros, moins je dirais que c'est le cas. Mais plus t'es sur une startup scale-up, plus en effet, ouais, tu peux faire bouger les lignes parce que, et justement c'était un peu mon cas, et moi ce que j'aimais, c'est parce que t'es plus proche des équipes techniques. Et donc si t'es plus proche des équipes techniques, tu peux en effet plus faire avancer les choses. Très clair. D'autres avantages? D'autres avantages, c'est justement ce côté un peu main dans le cambouis que j'ai mentionné avant. Parce que c'est pas juste propre à ma situation actuelle, c'est un peu toujours le cas. C'est que tu dois faire que les choses se fassent. Donc, il va y avoir des besoins tu comprends l'intérêt, tu comprends la nécessité, mais en même temps, tu peux pas changer la priorisation qui a eu lieu sur le produit, parce que c'est beaucoup de priorisation. Mais donc, du coup, tu te dis, vas-y, je vais mettre les mains dans le cambouis et je vais sortir ce site vitrine et avec un outil low-code, no-code, peu importe, sans mettre une charge aux équipes tech et faire bouger les choses. C'est se renseigner non-stop. Ça, ce qui est assez incroyable comme métier, c'est que tu dois regarder tous les autres produits pour pouvoir faire avancer ton produit. C'est t'inspirer tout le temps et donc tester des nouvelles choses tout le temps, c'est analyser beaucoup de choses, traduire genre ce que tu trouves incroyable quand tu allumes ton ordi, ton Mac quand tu l'allumes, c'est analyser toutes ces étapes, de savoir comment ça a été pensé, pourquoi c'est si incroyable comme expérience pour l'utilisateur et essayer de le reproduire avec ton produit qui traite une problématique complètement différente. Donc là-dessus, l'avantage, c'est que tu apprends non-stop, tu es sur des sujets à la fois business et à la fois techniques et que parfois tu dois remonter les manches. Donc je dirais que c'est ça les trois gros avantages. Tu m'as dit un peu aussi les inconvénients. Ouais. Les inconvénients, tu peux en citer. Il peut n'y avoir aucun inconvénient. Je pense qu'il y a des inconvénients partout. Mais en gros, sur le poste de product, je dirais que justement, t'es au carrefour des conversations. C'est un job qui... C'est une question de perception sur avantages et inconvénients, mais je pense que tout le monde s'en rend compte. Ça veut dire aussi beaucoup de diplomatie. Ça veut dire la communication doit être clairement une des capacités, des skills que tu dois avoir. Mais ça peut être fatigant. Ça peut être fatigant d'être au milieu, justement, d'avoir un discours de telle manière pour assurer que les personnes soient alignées et rassurer tout le monde qu'on va bien dans la bonne direction et la même direction, alors que tout le monde n'a pas la même définition, la même description de la solution. Mais donc, toi, tu dois vraiment t'assurer, rassurer que tout le monde est bien aligné. C'est pas mentir ou changer de discours complet, c'est faire comprendre aux autres et donc du coup toujours t'adapter à l'autre, à comprendre son prisme de perception pour pouvoir lui parler dans sa langue. Donc là-dedans, ça peut être parfois frustrant parce que tu as expliqué la face A à quelqu'un et la face B à quelqu'un d'autre et ils arrivent au milieu et là ils se rendent compte que A et B ils se comprennent pas et donc tu dois remettre une couche de on prend de la distance, on rappelle les points et on avance. Donc c'est de la résolution de problèmes diplomatiques parfois qui est intéressant mais qui du coup est je pense pas faite pour tout le monde et donc du coup c'est pour ça que je dirais que c'est plus un inconvénient. Et l'autre inconvénient, et ça c'est purement personnel, c'est que je pense que le métier de product, plus la boîte est grosse, moins il est intéressant pour moi. Je dirais que ça m'intéresse plus le 80-20, de faire bouger des lignes, quitte à mettre un coup de pied dans la fourmilière, on va dire. J'essaye de le faire de moins en moins, justement, pour apprendre l'autre partie. Mais je dirais que si tu es dans une très grosse boîte,
ça peut être... Moi, je trouverais ça moins intéressant parce que tu vas essayer de faire bouger des lignes sur un produit qui fonctionne déjà, on va dire. Donc, du coup, tu es sur de l'optimisation. Et être sur de l'optimisation, plus c'est grand, plus ton optimisation est fine. Et donc, du coup, je dirais qu'il y aurait moins de fun là-dessus. Mais c'est un équilibre. C'est pour tout le monde. Je ne l'ai pas testé tant que ça. Je dirais que c'est plus de la perception là-dessus. Je vais détruire ma distorsion, on va dire, mais je dirais que ça peut être ça l'inconvénient. C'est-à-dire, ne te dis pas que product, tu vas créer du produit tous les jours et changer du tout au tout les chiffres de monétisation. Ça dépend de ta structure, ça dépend de la culture de ta boîte, ça dépend de tes équipes, que ce soit business ou tes équipes tech, ça dépend si elle est data-driven, KPI-driven, ce que tu veux. Enfin, la culture de ta boîte et son historique font que le métier change complètement d'une boîte à l'autre. Très clair. On a couvert un certain nombre de choses que je voulais aborder avec toi sur ton métier. Le petit côté aussi intéressant à mentionner, c'est que tu travailles en espagnol 100%. Parce que tu es sur une boîte mexicaine, tu es basé à Panama, donc tu travailles 100% en remote aussi. Ouais, exactement. C'est aussi un des avantages du métier de pouvoir aussi parfois travailler en remote. Bon, en l'occurrence, peut-être que toi, c'est exceptionnel. Moi, c'est pas exceptionnel. C'était dans la culture de la boîte. La boîte, quand avant, je vivais à Mexico City. C'est comme ça que j'ai été mis en contact avec cette entreprise. Mais la CEO, elle vit à Cancun. Les gens, je ne sais pas s'ils situent, mais c'est 2h30 de vol. Donc, c'est pas près du tout. Ce serait quoi? C'est un... 2h30, tu vas où quand tu pars de Paris Tu vas au Maroc? En 2h30, tu vas au Maroc, ouais. Tu vas en Espagne. Au fin fond de l'Espagne, ouais. Au fin fond de l'Espagne, ouais. Donc voilà, ouais, donc c'est pas tout proche. Et la boîte était déjà sur une culture full remote. C'est-à-dire que j'ai des collègues qui sont en Argentine. Ça, c'est 12 heures de vol depuis le Mexique, donc c'est comme la France. Des collègues aux États-Unis, des collègues en Bolivie. Donc la boîte était full remote de base. Et c'est une culture qui s'apprend aussi. C'est en effet une expérience assez enrichissante et intéressante. Et du coup, en effet, ouais, j'ai saisi l'opportunité de continuer un peu, concilier ce travail avec continuer l'aventure, découvrir de nouveaux pays. Et actuellement, c'est le Panama. Et ton métier en lui-même, le métier de product manager, est censé aussi être un peu plus remote friendly que d'autres métiers qui sont parfois business et qui demandent d'être présents dans les locaux. C'est l'impression que j'en ai en tout cas. Je te dirais que ouais. Enfin, j'ai plusieurs potes qui sont product et en soi, ouais, ils ont la capacité souvent d'être en remote. Je dirais que parce que c'est aussi, si tu es product et que tu as une proximité avec les équipes tech, c'est déjà connu et reconnu que les équipes tech sont maintenant de plus en plus remote. Ou partiellement remote, mais en tout cas, c'est un métier qui maintenant on arrive à associer facilement à être remote. Ouais. Donc, si tu es product et que tu travailles proche d'eux, finalement, tu vas être aussi... tu peux aussi être remote, du coup, parce que tu ne pourras pas être plus proche d'eux que s'ils sont remote. Je ne sais pas comment le décrire, mais ce métier, en tout cas, en effet, permet ça. C'est un métier aussi, on en parlait rapidement avant, mais où tu dois beaucoup apprendre, te renseigner. Il y a différentes étapes dans le product, mais notamment le sujet de discovery, où c'est beaucoup d'investigation, d'analyse, de tester des nouvelles choses, d'apprendre, de lire des articles. Tous ces sujets-là, tu n'as pas besoin d'être dans une salle de réunion avec 3 autres personnes. Donc là-dessus, ouais, c'est un poste qui me donne cette chance. Et en effet, je pense que c'est pas tous les métiers qui le permettent. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas couvertes sur ton métier et que tu veux préciser? Sur le métier en tant que tel, non. Sinon, juste sur le fait, parce que je pense que c'est aussi un point intéressant, qui peut l'être pour des personnes, c'est l'intelligence artificielle en elle-même, qui est du coup, nous, au cœur de notre produit, mais qui, il y a même pas un an, ne l'était pas. Avant, comme j'ai dit, on est sur un chatbot. Donc avant, il y a une seule manière de faire des chatbots, c'était des arbres de décision. Donc globalement, tu réponds A ou tu réponds B et le chat va te répondre A1 ou A2 ou B1 ou B2 en fonction de ce que tu avais répondu. Donc là-dessus, l'IA
l'explosion de ChatGPT, différents modèles aujourd'hui de LLM font que c'est méga intéressant. C'est tellement grisant que je recommande à tout le monde, si le métier de product intéresse, mais surtout le potentiel technologique et qui fait que les produits et la conception d'être product manager sur des produits vient de changer un peu de dimension parce que un product manager avant aussi pensait en flow, on va dire assez cartésien, enfin assez droit. Et maintenant, avec des solutions d'intelligence artificielle, tu as des capacités et des possibilités qui sont incroyables. Et donc maintenant, nous, c'est le cœur de notre produit. Et donc, je dirais que ce point est intéressant à couvrir rapidement, en plus de l'évoquer. C'est se renseigner à fond sur cette technologie, dominer rapidement les premiers aspects qui sont accessibles quasiment à tous, sur comment ça fonctionne, sur comment impacter et se rendre compte un minimum des possibilités qui sont générées grâce à cette nouvelle technologie pour vous aider à penser votre nouveau job. Excellent. Ça te va, donc on passe la transition vers la partie 2, Let's go. la partie plutôt passée. On a touché sur la partie 1 en disant que ton métier d'avant c'était aussi product manager. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être en 2-3 moments clés à partir du moment où tu as partons du lycée, tu vois. Donc tu es au lycée, Ouais. tu es où au lycée, tu fais quoi après et c'est quoi ton premier métier? Essayons de reboucler comme ça. Très bien, très bien. Au lycée, je suis avec toi. Je suis sur les mêmes bancs de l'école. On cite le lieu. Ouais, on peut citer le lieu, c'est un lieu assez famous ces temps-ci. C'est un lieu folklorique. Un peu folklore, ouais, qui a malheureusement fait la une des 2-3 journaux. On remercie, on fait un petit big up à notre ancienne ministre de l'Éducation nationale. Ce lieu s'appelle Stanislas. Un établissement du coup pour le moins intéressant et qu'on a fréquenté tous les deux et on a eu la chance de se rencontrer et d'en rencontrer bien d'autres aussi. Moi, je remercie ce lieu aussi pour la bande de copains que Sans hésiter. ça permet d'avoir, pour le cadre que ça m'a apporté. Il y a plein de... Mais ce qui n'excuse pour autant rien, tout ce qu'on est en train de dire et voir, mais juste on a un peu de reconnaissance aussi sur certains sujets. Exactement. Donc Stan, donc tu fais Stan au lycée. Donc Stan au lycée, prépa. Déjà, tu fais Stan au lycée, tu fais une première ES. Bon, ça a un peu changé, mais tu fais une première et une terminale ES. Ouais, économique, sciences économiques et sociales. Ouais. Ouais, j'étais nul en physique. J'aimais pas. J'ai physique SVT, ça me parlait pas du tout. Et géopo, on va dire que ça, enfin, histoire géo, ça me faisait plus sens. Les maths étaient plus faciles. Je me suis dit que ça allait être sympa. Et l'éco était une nouvelle matière et ça avait un côté sexy pour moi, l'éco. J'ai été nul après, mais ça avait un côté sexy. Et les langues, t'étais monstrueux en langue. non, j'étais nul en langue. Nul. Je croyais que j'étais bon. Non, espagnol, je savais que j'étais nul. Enfin, marrant que ce soit là aujourd'hui. Mais espagnol, je savais que j'étais nul. Mais nul. Genre mineur de classe. Et ça m'a suivi après tout le long, ça. Mais sinon, ouais, je sais pas pourquoi en vrai. C'est juste que j'avais l'impression que ça marcherait mieux pour moi. Ça a bien marché pour moi. J'ai une bonne note en ES. Et ça m'a permis d'avoir une bonne prépa, derrière, une prépa ECE, donc une prépa commerce. Attends, on dit qu'il était nul en première et terminale ES sur un certain nombre de matières, pas toutes évidemment. Hein. Combien t'as eu au bac? 16 et quelques. D'accord. Donc on rassure un peu tout le monde sur le fait que quand t'es nul en espagnol au lycée, tu peux parler et travailler en espagnol après dans ta vie. Ça, clairement. Donc tout se passe bien, tout va bien. On rassure également sur le fait que t'as beau ne pas être bon dans l'ensemble des matières, ta voie va se trouver et ta note au bac peut être excellente également. Donc tout va bien. Donc t'as fait ta première et ta terminale ES, t'as une excellente note au bac et t'arrives en prépa ECE du coup. ECE qui est une prépa pour les écoles de commerce. Si tu viens de ES. Ok. Oui. Uniquement. Tu fais ta prépa où ça? À Saint-Louis de Gonzague, on les embrasse aussi. Franklin s'appelle, en commun on va dire. Ok. Et là tu fais donc 2 ans. Je fais 2 ans assez incroyables. Et
Et ouais, de prépa où pareil, beaucoup de très belles rencontres, beaucoup de travail, une passion pour la philo qui apparaît et une constance assez incroyable pour ma nullité en langue. Encore une fois, pareil, ma directrice de prépa qui était ma prof d'espagnol m'a demandé juste avant les concours de passer une autre langue parce que c'était pas crédible. Donc tu commences espagnol, t'as 14 ans, t'es en quatrième, donc tu fais quatrième, troisième, seconde, première, terminale, 5 ans, tu remplis le 2 ans de prépa, 7 ans, au bout de 7 ans, on demande de prendre de l'italien. Elle m'a demandé si je connaissais d'autres langues que je pouvais passer parce que ça servait à rien de le passer au concours. Mon Dieu. Et tu lui as fait un petit coucou depuis le Panama maintenant pour lui dire coucou, je parle espagnol. Depuis le Panama, non. Il n'y a pas de rancune, c'est plus ça. Ça me fait marrer aujourd'hui de voir que j'étais vraiment nul en espagnol et que ça m'a en rien incapacité à voyager et à travailler là en Amérique latine. Ouais. Travailler en espagnol, c'est quelque chose. Hein. Il y a parler espagnol et ensuite il y a travailler en espagnol. Travailler avec des gens qui sont locaux, c'est leur langue, qui ont beaucoup de slang dans leurs propos aussi. Donc, c'est un peu l'argot qu'on a chez nous. C'est pas facile, ouais. Évidemment, tu as fait une prépa et tu n'as pas fait l'école post-bac. Mais Ouais. est-ce que tu recommanderais la prépa aujourd'hui aux gens qui nous écoutent? Je sais pas si ça a changé, mais moi, de mon ressenti, je recommande fort, mais presque... pareil, moi je pense que c'est pas pour tout le monde. Je recommande fort parce que il y a un petit côté, je sais pas si c'est maso, mais pas loin. En tout cas, il y a un peu le truc de va voir jusqu'où tu peux aller. Et tout autour de toi est fait pour te pousser. Alors ouais, c'est vachement dur parce que il y en a qui vont aller plus vite et plus loin que toi. Et donc du coup, je pense que mentalement, faut être accroché. Encore une fois, pareil sur des sujets de distorsion, il faut faire gaffe parce que ta note en prépa ne te définit pas comme personne. Et donc du coup, si t'es pas préparé à ça, attention. Et mais moi, je recommande de fou. Et je trouve que c'était incroyable. Aujourd'hui, ça sert à rien de savoir que je savais calculer je sais pas, une dérivée cinquième, une suite infinie. Et je sais même pas ce que je suis en train de raconter, mec. Mais ça me sert à rien aujourd'hui. Mais sur le moment, tu as une satisfaction assez incroyable de tout le savoir que ton magazine, de savoir le restituer d'une manière impeccable. Moi, comme je t'ai dit, la philo, ça m'a transcendé. J'ai adoré. Complet, ça m'a changé complet. Non pas que je récite Aristote le matin en me réveillant, mais genre la perception et comment tu analyses les choses, je trouve que c'est des exercices incroyables qui m'ont été permis grâce à la prépa et seulement grâce à la prépa. Après, j'ai pas fait d'autres études, donc je peux pas tant que ça comparer pour le reste. Mais je sais que moi, par exemple, me connaissant aussi, et mes profs étaient assez d'accord avec cette analyse, la fac était moins faite pour moi parce que moi, il fallait plutôt me donner... J'étais plutôt la fourmilière et il fallait plutôt qu'on me donne des coups de pied au cul pour avancer. Et avoir moins d'heures de cours et beaucoup de liberté, j'aurais été incapable de gérer ça. Ouais, faut se connaître à 18 ans. Parfois, c'est dur. T'as 18 ans, t'es encore tout jeune. Faut s'analyser. Dur, on te demande d'avoir une certaine rigueur à un âge où t'as rien. Enfin, t'as quelques connaissances et t'es pas... À part si t'as déjà commencé un peu à travailler, par exemple. Il y en a qui commencent à travailler plus tôt, vers 16 ans. Il y en a qui ont déjà fait des stages. Il y en a qui ont déjà commencé des alternances ou qui sont familiarisés un peu avec le monde du travail par leur famille ou leurs amis, peu importe. Mais cette rigueur, elle n'est pas forcément enseignée au lycée. Et donc, du coup, si tu l'as pas, il faut que tu l'apprennes de toi-même à la fac. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a des abandons et plus nombreux en fac qu'en prépa. C'est parce qu'en prépa, on ne te demande pas en fait d'avoir de rigueur. On te demande juste accroche-toi. Accroche-toi parce que là, tu montes dans un train et il n'y a pas de ceinture. Enfin, il n'y a pas de porte. Tu peux sauter, mais donc accroche-toi bien. Donc voilà. Deux modèles différents. Quand tu dis que c'est pas pour tout le monde, typiquement, c'était pas pour moi, la prépa. Donc, il y a plein de gens qui s'y reconnaîtront pas parce que c'est dans le prolongement du lycée avec un train qui accélère en sortie de terminale.
Mais par contre, effectivement, quand tu as fait une prépa, tu avais dit un côté un peu maso. En fait, souvent, c'est les gens qui ont fait des prépas qui reconnaissent les gens qui ont fait des prépas parce qu'ils savent en fait ce par quoi ils sont passés. Ils savent que ça enseigne beaucoup de rigueur, de capacité à encaisser, de capacité à reproduire les efforts encore et encore. Ouais, ça me fait marrer, j'ai l'impression d'entendre des gars qui racontent c'est le service militaire à l'époque. Genre, ouais, mais vous vous rendez pas compte ce que c'était. On était 20 gars enfermés dans ce baraquement et pendant tous les jours, on se soutenait là-dedans. Et c'est ça, c'est ce sujet de solidarité qui est derrière le pouce plus sûr du civisme, justement. Et il y a ce côté de traverser une galère ensemble. Et ça, ouais, c'est formateur. Enfin, en tout cas, ça soude. Et ça laisse des traces. Ouais, et puis t'as des très bons copains aussi de Franklin avec qui tu t'es soudé. Tu fais ta prépa. Donc, 2 ans après, tu passes les concours pour les écoles de commerce. Ouais. Tu arrives dans quelle école de commerce? Je vais à Lyon, à l'EM Lyon. Tu fais l'EM Lyon, qui est une très belle école de commerce, très bien classée, un peu comment dire aussi, la fierté de la région aussi lyonnaise, souvent. Complet. C'est sur combien de temps l'EM Lyon? 3 ans, 4 ans? Ouais, ça dépend un peu des parcours que tu prends. Mais moi, c'est quoi? C'est 3 ans avec une année de césure. Ok. Tu sais quoi? C'est une année académique, 2 années académiques, une année à l'étranger, tu reviens, tu finis ton école, comment ça se passe? Tu fais 9 mois de cours. Ensuite, on t'oblige à partir 6 mois à l'étranger en stage. Où l'EM Lyon te dit je m'en fiche complet de quel taf tu vas faire, mais tu sors du pays et tu vas trouver un taf. Et ça, je trouve que c'est très fort ce qu'ils font. Parce que t'es pareil, enfin, c'est pas le cas de toutes les personnes qui arrivent en école de commerce. Il y a d'autres manières, à part la prépa, d'arriver en école de commerce. Mais pour ceux qui ont fait une prépa, t'as été enfermé pendant 2 ans dans ta boîte, enfin dans un box. Les gens de prépa savent ce que c'est, mais c'est une pièce de 5 mètres carrés dans laquelle tu colles tes post-it tout autour de toi pour réviser. Et là, tu arrives enfin en école et on te dit, ça, ce n'est qu'une étape 1. L'étape 2, c'est le reste du monde. Et on te dit, pars et reviens dans 6 mois. Je m'en fiche si tu as été serveur pendant 6 mois. Je m'en fiche si tu as collé des affiches. Je m'en fiche si tu fais un stage super stylé en finance ou que tu vas être, comment ça s'appelle, rabatteur à Barcelone sur la plage pour les soirées. Pars et taf. Et ça, c'est assez incroyable. Dès la première année, on te fait ça. D'accord. Donc tu pars 6 mois et moi, du coup, j'ai déjà tombé dans ce travers. J'étais parti au Mexique. Donc du coup, c'est là où j'ai un peu spoté ce pays et me suis rendu compte que mon niveau d'espagnol dramatique, finalement, l'était pas tant que ça. Il l'était d'un point de vue académique. Mais je me suis fait des potes au Mexique. Je parlais plutôt bien en espagnol et j'ai poussé pour être de plus en plus pote avec des Mexicains. Et du coup, indirectement, ça s'améliore tout seul, le fait d'être confronté à la culture locale d'une manière. Bien sûr. Donc tu fais... C'est marrant, je savais pas que tu n'avais pas de cadre à ce premier stage. Okay. Parce que mon frère fait aussi le Lyon. Et j'avais en tête qu'il devait partir à l'étranger, qu'il était parti en Allemagne, il me semble, à Dortmund. Mais, Düsseldorf ou Dortmund? Pas Dortmund, Düsseldorf, pardon. Très très juste. Putain, merci. Et, mon petit frère, on partage tout. On partage tout, c'est fort. J'étais allé le voir, j'étais allé le visiter, mais j'avais plus en tête qu'il avait pas de cadre à son stage. Nous, à l'IESEC, par exemple, on devait faire stage ouvrier, stage commercial, stage cadre, et ensuite stage tu vois, de lancement dans ton CDI. C'est justement pour nous montrer un peu aussi l'intérieur d'une société dans sa globalité, tu vois. Je trouve que c'est très bien ce que vous aviez justement. Et il y a d'autres écoles qui ont très similaires, genre l'ESSEC. Je crois qu'une école à Cergy, une école de commerce, ils ont pareil, ils ont ce sujet de commencer par un stage ouvrier. Et d'ailleurs, c'était marrant, on avait pas mal de potes de l'ESSEC qui venaient faire leur stage ouvrier à Lyon et donc du coup, qui en profitaient pour vivre leur première année avec nous. C'était génial. Mais bref, en tout cas, ce stage ouvrier, voir les différentes facettes d'une boîte, je trouve ça méga intéressant. L'EM, eux, ce qu'ils font, du coup, c'est qu'ils te poussent dès la première année à 2 choses. Un cours spécifique qui s'appelle PCE, qui est en gros, tu dois, pour valider ta première année, créer une fausse entreprise. Ça fait partie, je sais pas si c'est encore le cas, mais nous, on trouvait ça un peu génial. On trouvait ça génial, mais
mal organisé, on va dire, mais peu importe. Le concept en lui-même, c'est que tu te réunis avec 5 personnes et vous devez, pendant 3 mois, penser une entreprise. Donc, tu te poses sur les problèmes, comment le résoudre, tu crées un produit. Il te pousse à ce que ce soit un produit physique le plus souvent d'ailleurs. C'était ça aussi, c'était intéressant. Parce que du coup, ça te met face à des coûts, ça te met face à des personnes, des distributeurs. Et donc, du coup, tu tombes pas dans la facilité, on va dire, de créer un produit SaaS qui ferait que, bref, il t'envoie sur les problématiques. Et tu le présentes devant un jury. Et derrière, si en plus ton idée est bien et que tu as bien taffé et que ton business plan est carré, l'EM te propose de t'incuber et que tu lances réellement cette idée. Incuber, ça veut dire de donner un espace, éventuellement des financements, du support aussi. Des contacts, plein de choses. Ouais, complet. Et ça, tu as ça dans la première année, en plus de partir à l'étranger. Donc, tu es confronté aussi à d'autres problématiques de l'entreprise, mais en effet, d'une distance. Tu n'as pas le stage terrain. Ça, on l'a moins. Mais après, sur l'étranger, tu fais ce que tu veux, donc ça peut être très terrain aussi. Du coup, dis-nous, tu as fait ton académique, tu pars 6 mois au Mexique, tu reviens, tu enchaînes sur une année académique. Une année, ouais, complète. Tu fais de janvier à décembre, en gros. Tu as fait un peu d'assaut aussi en parallèle. Ouais, de l'assaut vidéo, moi. Trop cool. Tu repars à l'étranger à un moment donné. Tu repars à l'étranger à un moment donné. En gros, à la fin de cette année-là, où je t'ai dit tu fais janvier-décembre, derrière, c'est ton année de césure. Ton année de césure, il faut que tu revalides de l'étranger. Et donc, ce que la majorité fait, c'est qu'ils font un échange. Et en plus, tu dois revalider du stage. Donc, si tu refais un stage à l'étranger, tu valides les deux d'un coup, si je ne me trompe pas. D'accord. Mais moi, du coup, j'ai fait un stage à Paris. Et après, je suis parti sur le campus de l'EM à Shanghai. Parce que j'avais pas assez de bonnes notes pour les échanges. Mais Shanghai était considéré à l'EM comme étant... ils avaient un campus à Shanghai, et donc les gens qui étaient un peu moins bien classés avaient toujours cette option de partir à Shanghai. à l'époque, ouais, sur mon année, ouais. L'année suivante, Shanghai est devenu la solution un peu... Genre, ceux qui ont de bonnes notes, ils vont à Shanghai. Donc ça s'est bien inversé, je crois, derrière. Mais ce sera à voir avec les anciens plus jeunes. De la promo d'en dessous, on pourra faire un petit coucou à Arnaud Barsac. On l'interviewera peut-être sur ce podcast. Redis-nous rapidement ton premier stage. Tu le fais à quel poste, dans quelle société? Et ton second stage, à quel poste, dans quelle société? Mon premier stage, du coup, c'est au Mexique. La première fois que je travaille, c'est au Mexique. C'est assistant directeur marketing dans une entreprise qui s'appelle Bimbo. En gros, ils vendent du pain de mie. C'est le Harris, mais genre à une taille incroyable. C'est un leader mondial du pain de mie, Bimbo. Aujourd'hui, en France, vous le voyez pas, mais c'est eux qui font tous les pains de vos burgers dans toutes les chaînes de fast-food. Mais sinon, toute l'Amérique latine est nourrie au pain Bimbo, au gâteau Bimbo, au tortilla Bimbo. Donc c'est un géant de l'agroalimentaire là-bas. Mais concrètement, mon taf, j'ai pas fait grand-chose à ce moment-là. En revanche, j'ai été confronté à l'espagnol tous les jours. Et ça, c'est ce qui m'a le plus formé. Mais sinon, je faisais des fiches produits, je faisais des slides. Enfin, j'avais pas un impact de fou. Mais pareil, c'était pas ce que j'étais venu chercher. Et c'est pas tant ce que l'EM te pousse à chercher. Tu peux combiner les deux ou tu peux déplacer encore une fois ton curseur. Moi, j'avais choisi mon curseur de le positionner sur me dépayser complet et être confronté à ma plus grande faiblesse qui était l'espagnol seulement. Ça, c'est mon premier stage. Mon deuxième stage, c'est... J'ai une passion, comme tu le sais, qui est le jeu vidéo. Et donc, du coup, là, il faut trouver un taf. Comme tout le monde, tu réfléchis à qu'est-ce que t'aimes. Je savais que j'étais fan de jeux vidéo depuis que je suis gosse et j'ai toujours voulu travailler dans l'industrie. Donc, je sais que derrière, je dois tester avant de terminer l'école pour avoir une idée de ce que c'est. Et donc, du coup, je vois un poste qui s'ouvre chez Ubisoft en production. Donc, ça veut dire au studio. Donc, concrètement, avec les équipes de développement d'un jeu vidéo. Et c'était pour être, en gros, le bras droit, l'assistant du senior producer, donc du coup, du chef du studio. Donc, le gars qui gère tout un jeu. Et lui, en fait, il a un stagiaire qui débarque tous les 6 mois. Et il est très select. Il était très select, ce monsieur. Et il disait je ne veux que du top école de commerce. Et derrière, je veux
pas de plainte, je veux pas de commentaires, il fallait exécuter. C'était un monde complètement différent, mais j'ai réalisé mon rêve, moi, de travailler dans cette industrie et de travailler sur un jeu. Il n'a pas été top le jeu. Ghost Recon Breakpoint, pour ceux qui ont joué, je suis désolé pour tous les bugs, mais il fallait lancer vite, on n'avait pas le choix, je suis vraiment désolé. Mais voilà, du coup, gros kiff. Mon deuxième stage, du coup, rien à voir avec le premier. Ça a été mais qui a un peu de rapport avec ce que je fais encore aujourd'hui. C'est travailler avec des équipes de développement sur un produit. Mais juste le produit était le jeu vidéo. Tu fais un troisième stage ou pas? Le dernier, ouais. Le stage ultime, le stage de fin d'études. Du coup, ouais, je vais la jouer un peu sur comment je le vends en CV, comment ça s'est passé. Parce que tout est une question de narrative. Vous allez vite vous en rendre compte quand vous allez faire des CV, les personnes qui écoutent, ou ceux qui ont déjà fait les entretiens le savent. On dit narrative ou storytelling, en fait. C'est comment est-ce que tu racontes ton histoire, comment est-ce que les points qui sont les points de ta vie, tu les connectes les uns aux autres, que ce soit pour ton cheminement soit crédible. Non pas que tout doit être parfaitement aligné, tu peux pas aller à droite et à gauche et te chercher, mais effectivement, il faut... Non, tu peux, mais dans tous les cas, il y a une manière de le présenter pour que ce soit bien justifié. Oui. Et moi, globalement, je me suis rendu compte de quelque chose chez Ubisoft, c'est que j'y connaissais rien en tech. Et j'y connaissais Walou, Kochi, Peanuts, zéro. J'arrive, j'adorais le jeu vidéo, je comprenais rien à ce que faisaient les gars. Donc du coup, je servais juste à faire du suivi de projet, à dire, on a réussi à créer 5 véhicules cette semaine. Je sais pas de quoi on parle quand on rentrait dans les détails de la physique, de tous les calculs qui sont associés à ce qui est en train de se créer, aux 10 métiers qui sont nécessaires pour pouvoir arriver au véhicule qui est là, et à toute la logique de jeu, du gameplay derrière. Bref. Donc du coup, je me dirige vers un taf où je vais devoir mettre les mains dans le cambouis, où je vais être proche des techs, et je vais dans une agence digitale. Je crois que ça s'appelait comme ça, qu'on disait comme ça à l'époque, qui s'appelle Faber Novel, aujourd'hui EY Faber Novel, où du coup je vais parce que Faber Novel a été racheté par EY, nous le nouveau nom. Et pardon, tu vas travailler comme... J'ai travaillé là-bas comme officiellement le stage c'était project manager, je pense, mobile app project manager. Donc du coup je devais accompagner des devs sur des créations d'applications pour des clients, globalement. Et du coup, parce que chez Faber Novel, ça se passait comme ça. Particulièrement, c'était une branche de Faber Novel à l'époque, parce que Faber Novel était une holding de plusieurs branches, on va dire. Et la branche dans laquelle j'étais, Applidium, qui était complètement focus sur les apps, avait un process où les project managers devaient savoir rentrer un peu dans le technique. Donc, c'est tout bête, mais c'était au project manager de faire le bump de version. C'est tout bête, mais du coup, de dire ta version, elle était à la 4.20, et ben maintenant, elle va être à la 4.21. Ça paraît nul à toute personne technique qui écoute aujourd'hui, mais quand tu viens d'une école de commerce que tu n'as jamais touché à de la tech, tu te retrouves face à l'interface. Donc, le truc que tu vois un peu dans les films style Matrix, où tu comprends rien à ce qui se passe, ou tous les films où on te montre des devs avec des couleurs dans tous les sens et des langages que tu comprends rien, tu es un peu confronté à ça. Et tu dois te forcer à apprendre. Et donc, du coup, j'ai appris énormément sur le technique à cet endroit-là. Donc, j'ai pu allier la gestion de projet que j'avais appris chez Ubisoft à une connaissance plus technique. Et je vais pas le mentir, une application mobile VS un jeu vidéo, c'est plus accessible aussi. Donc du coup, c'était peut-être plus aligné avec ma capacité d'apprentissage sur la technique, sur des études que j'ai pas faites. Je te demanderai plus tard si tu aspires un jour à revenir vers le jeu vidéo. On gardera ça pour la partie 3. Tu confirmes ton stage de fin d'études? Tu confirmes en CDI? Ouais. Tu transformes, ok. Tu restes combien de temps chez Faber Novel? 1 an et demi. Et tu restes dans la même équipe? Ouais, tout à fait. Je reste dans la même équipe. Il y a plusieurs projets, différentes apps, de tout va. Ça va du luxe, ça va de la politique, ça va de services de ménage dans les entreprises. Des utilisateurs complètement différents, des sujets assez différents. Tu changes d'équipe aussi au sein de... Enfin, tu as différents devs, tu as différents managers.
les choses bougent. Et pareil, comme tout le monde qui a travaillé pendant cette époque, derrière, c'est aussi pendant le Covid. Donc, ça fait que tout change un peu à ce moment-là sur ta conception du travail, sur le concret de ton travail et les habitudes. Et c'est là où le remote commence à débarquer aussi, qui avant existait à peine. Chez Faber Novel, on avait de la chance. On avait un jour déjà qui était attribué à tout le monde qui était en CDI de remote. Pas de surprise, c'était le vendredi. Mais du coup, il y avait déjà cette politique, cette volonté d'aller dans cette direction chez Faber qui était assez saluable. Tu recommandes une agence digitale pour une personne qui veut se lancer et commencer à travailler en tant que PM dans la tech Je dirais que ça t'apprend... C'est une des manières faciles d'apprendre beaucoup de choses et de pas te bloquer. Enfin, c'est un peu ce qui est pratique avec tout ce qui va être cabinet de conseil, agence numérique. C'est que tu y vas parce que tu ne t'enfermes pas déjà sur une grosse marque ou tu ne t'enfermes pas sur un métier qui va avoir des process très définis et qui ne sont pas forcément transférables ailleurs, où tu as souvent assez peur qu'on te juge sur ton travail de « mince, j'ai travaillé là, si j'accepte ce job chez un tel, bah, ça me ferme toutes ces autres portes. » Ce qui n'est pas le cas. Mais dans la vraie vie, c'est pas vraiment le cas. Il y a certains secteurs, j'imagine que oui, mais je considère personnellement que c'est pas vraiment le cas. En tout cas, l'agence numérique ou les cabinets de conseil font que tu gagnes en skills qui sont capables d'être valorisés à peu près partout. Donc, je recommande, si justement tu veux apprendre, tu veux te former sur des sujets un peu tech, sur la compréhension du monde numérique, je pense que c'est méga important de ne pas oublier qu'en fait aujourd'hui, tout autour de toi est numérique. Donc le comprendre, c'est une force. Et justement, comme on parlait au début, c'est comprendre cette boîte noire pour beaucoup de personnes. Il y a une barrière à l'entrée. Il y a des gens qui se mettent des murs aussi mentaux, tu vois, de dire « Ah ça, j'y comprends rien, c'est tech ». Alors que la porte, elle est très facile à ouvrir. Elle est très, très facile à ouvrir. Et donc, du coup, je recommande les agences parce qu'elles te permettent de mettre un pied dedans sans être développeur. Donc, du coup, de rentrer dans ce monde et de démystifier la boîte noire très facilement. Très clair. Sur ton parcours, ce que j'entends, c'est qu'il y a quand même... parfois, je demande quels sont les 2-3 moments pivots de ta vie. Tu vois, et je te demande de focaliser vraiment sur qu'est-ce qui a fait qu'Iften, à un moment donné, il a passé un cap où il a changé. Là, je t'ai plus demandé de me raconter un peu successivement les différents points qui ont composé un peu ton parcours. Si je devais prendre un peu de hauteur, parce que par rapport à ce que tu m'as dit, t'as quand même fait des choix très forts de te mettre en danger au Mexique. Ça, c'est ton premier stage. Sortir de Paris, de la France, aller apprendre une langue sur laquelle tu es nul, d'aller chercher ton rêve, d'aller toucher, tu vois, pour essayer de confirmer si oui ou non ça te plaisait. Ensuite, de partir, aller chercher des skills que tu t'es rendu compte que ça te manquait quand tu étais chez Ubisoft. Boum, Faber Novel, l'agence digitale. Donc, tu as fait des choix qui, quand tu regardes directeur marketing, jeux vidéo et agence digitale, c'est pas forcément dans une continuité parfaite, mais à chaque fois, ça t'a appris un truc et ça t'a permis en fait d'aller cranter la prochaine étape de ta vie. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. C'est en vrai, justement, ça va sur la narrative, mais je le vois comme ça aussi perso. Je le vois comme je vais chercher quelque chose de nouveau. Et j'ai toujours besoin d'aller chercher quelque chose de nouveau que je vais apprendre. Parfois, c'est des fails. Il y a des petites étapes fail partout sur le parcours, je pense. Mais ouais, complet. C'est la chose pour moi la plus importante. Mais après, je pense parce que je m'ennuie très vite aussi. Enfin, c'est quelque chose, moi, qui me touche personnellement. Et peut-être que c'est que j'aime moins la stabilité. J'en sais rien. Chacun fait son analyse de soi-même derrière. Mais perso, j'ai besoin d'être face un peu au vide de temps en temps. Ou de me rendre compte que en fait, c'est peut-être possible. Et pour ça, ouais, il y a ce côté de se mettre un peu en danger. J'ai pas pris de gros risques. Je suis allé au Mexique. T'es jeune, t'as 20 ans, tu pars en Amérique latine. Ouais, mais on te dit
changes de langue, t'es pas capable de passer un bac en espagnol, tu dis bah écoute-moi bien ma grande, je vais me lever de ma chaise, je vais partir au Mexique et je vais travailler en espagnol. Donc il y a un moment donné où Ouais, complet. s'il y a aussi cette volonté de montrer, de prouver, de sortir de sa zone de confort que je note dans ce que tu me dis. C'est vrai, non, là-dessus, c'est vrai en tout cas que sur ces 3 exemples notamment, ouais, il y avait vraiment cette notion d'aller chercher quelque chose que j'avais pas. Et mais derrière, ouais, c'est une question de vouloir faire une sorte de bilan assez souvent et de te dire bah, qu'est-ce que je veux maintenant. Mais ça pousse un peu à être parfois entre, je sais pas si le mot est justement insatiable ou instable, mais je pense que ça y ressemble pas mal. Et c'est d'être c'est dur de trouver la chose qui te plaît et sur du plus long terme du coup. Ça nous fait transiter vers la partie 3, la partie plutôt insatiable, instable. Donc c'est comme ça que tu t'auto-analyses. Aujourd'hui, tu es au Panama. Aujourd'hui, tu bosses pour une boîte mexicaine en remote. Sur de l'IA, un poste qui est main dans le cambouis, mais avec un intitulé Senior Product Manager, qui correspond aussi à ce que tu as voulu faire. Quand tu regardes dans les 6 prochains mois, dans les 2 prochaines années, sur quoi tu te projettes? Qu'est-ce qui ferait qu'Yften Meyni, dans 2 ans, il se dit putain, le parcours, il est costaud. Tape sur l'épaule, merci, mon grand, t'as fait le taf. Je m'en fiche pas mal en fait que le CV soit costaud. Je te parle pas forcément de CV, je te parle. Ouais, j'entends. Mais en tout cas, le parcours, d'un point de vue professionnel, ça me va, moi, personnellement, que ce soit... Ce qui m'intéresse presque plus, ça m'intéresse plus que ce soit un patchwork. Que ce soit... C'est quoi un patchwork? C'est pas une ligne droite. Tu te fous de ma gueule avec des mots comme ça ou pas? Patchwork. Patchwork. Non, mais c'est que ce soit plus un arlequin. Je préfère ce mot. Oui, très bon. Très bon les arlequins. Non, mais dans le sens où ça me va d'apprendre des choses qui ont rien à voir, que ce soit déconstruit, que ce soit pas... que la tour, elle soit pas droite. Ça me va que ça penche à gauche, que ça aille voir à droite et qu'au pire, ça tombe et que tu commences à reconstruire plus à gauche. Je dirais que... Ouais, je sais justement ce qui me... C'est peut-être incohérent, mais c'est ce côté instable et insatiable qui ça peut-être en même temps. C'est en tout cas, je sais là actuellement, par exemple, que je suis bien parce que je suis sur des problématiques qui changent tous les jours et que je me sens dans une vague méga intéressante qui est l'IA aussi et que dans mon travail, c'est l'éclate et je travaille avec des gens méga intéressants qui ont mon âge, qui sont des amis maintenant, enfin, donc c'est assez incroyable. Donc l'aventure est incroyable, mais il est possible que cette aventure, pour des raisons par exemple financières, genre s'arrête. Enfin, les startups vivent dans une instabilité qui est propre à leur nature. Et je sais pas du tout vers quoi je me relance demain. Parce que en fait, tu m'as parlé d'une projection à 6 mois, 2 ans, j'en sais rien. Et j'en ai aucune idée et ça me fait trop plaisir. Genre, ça me fait même vibrer et de me dire, bah, imagine tout s'écroule. Bah, pour le moment, je préfère pas y penser. C'est possible, mais j'ai presque hâte que les choses s'écroulent et de me dire, bon, maintenant, sur quoi on part. Donc c'est plus ça, moi, ce qui me fait vibrer, je dirais. Ça va sur ce truc de... Je prends beaucoup plus de plaisir à donner un coup de pied dans la fourmilière et voir comment ça se passe que aller chercher de l'optimisation ou quand je te parlais sur les différents types de products, par exemple. Là, aujourd'hui, c'est le Panama. Il y a 6 mois, enfin, c'était inconcevable que ce soit le Panama. Les choses changent. Je sais pas dans 2 ans si... je sais pas dans quel pays je suis dans 2 ans. Je pourrais pas te dire. Mais c'est très clair et ça me plaît bien que tu répondes ça parce que ça rassure aussi vachement. Moi, ça me rassure déjà d'entendre quelqu'un qui me dit en fait, si je tombe, je vais me relever. C'est très simple, c'est simple que ça et ça va très bien se passer. T'as quand même 2-3 convictions qui sont forgées sur le chemin. Tu sais que la tech, ça t'intéresse. Je sais que t'es curieux et que tu vas vouloir aller sur de nouveaux sujets. Tu fais un lien entre insatiable et instable, mais tu sais que t'as faim de nouveautés. Tu sais par exemple aussi que l'étranger t'a bien plu. T'as 2-3 trucs comme ça qui sont... C'est sûr que moi, c'est un de tes podcasts, non, je crois. Quelqu'un qui se reconvertit dans le charpentier. Oui, j'ai des gens qui se reconvertissent sur le podcast. On a déjà eu des gens interviewés
et qui ont d'ailleurs aidé d'autres personnes qui nous écoutaient à suivre la même voie. Et non, c'est Alban que je vais avoir sur mon podcast qui part de sales manager. On était collègues chez Malte ensemble et qui va vers le métier de charpentier. En changeant de localisation, il part de Paris, il va à Chamonix. Donc c'est un changement de vie complet. Ouais, c'est énorme. Mais par exemple, ouais, t'as raison là-dessus. Ça, bah, un truc que je sais plus ou moins. Je suis nul avec mes mains, je suis pas manuel. Genre, je sais que je n'irai pas sur un métier de charpentier. Je sais que j'irai pas sur un métier de sportif. Parce que c'est pas. Est-ce qu'on peut. Ça sera dans le bêtisier, ça. mais tu vois, en effet, ouais, t'as des certitudes qui apparaissent. Et moi, je sais que ce sera plus. Il y a des chances que ce soit plus tech. Et il y a des chances que ce soit étranger, que ce soit à l'étranger. Mais ça, c'est pas défini. Ça, c'est. Je dirais qu'il y a plus d'aléatoires sur ça. Et il y a aussi des chances que ce soit pas dans un grand groupe où les choses sont un peu plus figées. Il y a des chances plus de chances que ce soit pas dans un grand groupe, en effet. Mais je connais pas Yves dans 2 ans. Ouais, je sais pas de quoi il aura envie, ce qu'il aura besoin. Je sais pas où il en sera dans sa vie et ce qu'il va chercher. Donc peut-être que Yves dans 2 ans, justement, par exemple, retourner chez un gros de jeux vidéo, c'est un truc qui pourrait lui faire kiffer. Moi, je sais que ça en revanche pareil, certitude. Je sais que le jeu vidéo continuera toujours de m'intéresser. Et en effet, c'est possible qu'à long terme, c'est un projet que j'ai avec une amie très proche et qui s'appelle Maïlis, c'est de monter un studio ensemble. Et un travail de longue durée sur lequel on parle beaucoup, souvent beaucoup de parlotte, mais sur lequel on y travaille et on essaye de concrétiser peu à peu par nos expériences, par nos apprentissages. Et moi, c'est quelque chose qui me ferait vibrer de fou de lancer un jeu. Donc, je dirais que le commun aussi, ce qui est récurrent ou ce qui est constant, c'est il y a quand même une volonté de, en effet, comme je disais, se mettre sur la difficulté, mais surtout de créer quelque chose, enfin de voir quelque chose de presque tangible. Et donc du coup, beaucoup de métiers qui sont plus support ou je ne sais pas, qui sont plus justement du conseil, sont moins pour moi parce que je veux être dans la création, dans la production, mais plus tech que charpentier, clairement. Coucou Alban Levet. Très clair. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a omis d'aborder dans les parties 1, 2, 3, des choses que tu veux préciser aux personnes qui vont nous écouter? Mets-toi dans la place. L'audience qu'on cherche à avoir avec Gabou, c'est une audience qui va avoir entre 15 et 35 ans, qui va être en situation d'orientation ou de réorientation, qui va avoir besoin d'informations pour prendre les meilleures décisions sur voie, carrière, voilà. Est-ce que tu te mets dans leur pompe, ils font du 42? Ouais, je fais du 42. Tu fais du 42, c'est du 42. Tu te mets dans leur pompe. Est-ce que tu as le sentiment de devoir partager quelque chose en plus de tout ce qu'on s'est dit déjà? Clairement, la chose la plus importante, c'est ce qu'on... Enfin, c'est pas ce qu'on fait là, mais la chose la plus importante, c'est aller rencontrer les gens et poser la question, tu fais quoi? Et ça veut dire quoi concrètement ce que tu fais? Et savoir analyser à partir de ça ce qui est bon pour toi, ce qui t'intéresse. Je te dirais, c'est en effet toujours te remettre en... Enfin, pas toujours, mais te remettre en question, ça veut pas dire faire table rase. Grand rappeur a dit il y a une différence entre tourner la page et baisser les bras, tu vois. Enfin, c'est plus te dire, te faire une analyse, pour t'avoir des petits points réguliers de savoir qu'est-ce que tu veux. Parce que sinon, tu te crées des chaînes. Et justement, ce que je disais tout à l'heure sur mais peut-être que si je prends tel travail, je me ferme ces portes-là. Ça, par exemple, c'est se mettre des chaînes d'une certaine manière. Se dire, j'ai été nul en espagnol, j'oublie tout un continent hispanophone, ça serait se mettre des barrières. Donc, c'est détruire un peu les barrières mentales qu'on se met. Ça, c'est le conseil 1. Conseil 2, pour les détruire, du coup, c'est plus le comment les détruire. Parler avec des gens. Écouter Castor. Écouter Castor, écouter des gars qui ont fait une école d'ingé du théâtre et sont partis sur un bateau au Ushuaïa. Enfin, tu vois, c'est... Coucou Guillaume Maréchal. Guillaume Maréchal. C'est écouter des gars qui sont partis dans la musique, c'est des gars qui deviennent charpentiers. C'est en fait, on oublie que tu te rends pas compte quand tu cherches quelque chose que tout le monde a eu cette même recherche que toi, en fait.
t'es pas seul dans ta tête. Enfin, moi, c'est un peu ce que je fais avec mon métier de dire, enfin, avec mon produit actuellement, c'est de dire aux gens, mais en fait, t'es pas seul à avoir ces inquiétudes ou ces créations de vérité succinctes dans ta tête. Tout le monde passe par la même chose et donc, je reparle avec les autres et les autres sont trop heureux que tu leur en parles. Parce que ça les aide aussi à alimenter leur discussion interne, ça les aide à repenser, à se réévaluer aussi. C'est ce que je ressens sur ce podcast aussi. J'ai énormément plaisir à interviewer des gens de différents horizons, qui ont différents parcours. Et j'ai énormément plaisir à les voir, tu vois, s'auto-assesser, réfléchir à ok, putain, j'ai fait ça, ok, hyper marrant, ok, maintenant je fais ça, ok, hyper marrant, comment est-ce que je me projette. Et c'est vrai que la discussion, elle est bonne. Et quand tu dis d'aller voir les gens, de leur poser des questions, bah, c'est ce que depuis la nuit des temps, les gens font, tu vois. On va toujours voir son père ou son grand-père ou sa grand-mère ou sa mère pour poser des questions sur c'était quoi ton parcours, qu'est-ce que tu me conseilles. On va toujours avoir eu tendance à lire des biographies. Finalement, le podcast, c'est un peu dans cette continuité-là. C'est juste un format un peu différent. Complet. T'interviews des gens et tu peux d'abord raconter. Et justement, c'est... je dis pas, par exemple, que le réseau, ça n'existe pas et que ça sert à rien. Mais tu as accès à un nombre d'informations qui est assez incroyable aussi. Si tu veux te renseigner sur un métier, si tu veux écouter un inconnu qui est actuellement au Panama te parler de son métier, c'est possible en 2 clics, tu vois. Donc, justement, Internet est très beau là-dessus. Je dirais, si je me mets dans ton 42, bah, va chercher, va faire une recherche bête sur Google de comment m'aider à comprendre les métiers qui peuvent m'intéresser et te perdre sur YouTube, te perdre sur Google et aller contacter telle personne sur LinkedIn et t'en contactes 10, il y en a peut-être une qui va te répondre. Tu t'en fiches en fait parce que toute information, toute parcelle d'information que tu vas recevoir va venir alimenter et va t'aider à prendre ta décision. Tu n'auras jamais le 100% d'infos. Mais donc du coup, va chercher les petites infos par-ci par-là et ça t'aide à prendre ta décision et elle sera rarement mauvaise et au pire, c'est pour moi le meilleur message, c'est au pire elle est mauvaise. Mais change et derrière, ce sera qu'une question de storytelling et de narrative. Enfin, si tu fais un travail, si tu vois un travail là et que tu te dis, bah, dans ce travail, moi, il m'intéresse parce que je peux apprendre ça, parce que j'ai entendu dire que ça serait cool. Tu vas. Déjà, tu peux te rendre compte assez facilement si tu es à l'aise ou pas. Si tu n'es pas à l'aise, bah, pars et fais autre chose. Ça n'impactera pas ta carrière professionnelle et ça ne te redéfinit pas comme un échec. Et au pire, si ça te plaît, mais qu'au bout d'1 an, eh bien, tu te dis, mince, je me suis peut-être trompé, ou j'ai déjà obtenu, j'ai déjà trouvé ce que j'ai été allé chercher, ou finalement, ce que je pensais qui était pour moi n'est pas pour moi, c'est pas grave non plus. Tu peux partir au bout d'1 an, et et il suffira de l'expliquer, parce que tout le monde peut se comprendre. Et donc, du coup, s'il y a des gens devant toi qui t'interviewent pour un travail, et tu leur dis, bah, j'ai fait 1 an dans cette boîte, parce que j'étais venu chercher ça. J'ai trouvé ça, mais ça me manquait de ça. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas le trouver là-bas. Donc maintenant, je suis là devant vous parce que je pense que je peux le trouver chez vous. Tout le monde est capable d'entendre ça. Tout recruteur, tout bon recruteur devrait être capable de comprendre ça. Que on cherche juste à être bien dans l'endroit où on passe le plus d'heures de sa journée. Donc, c'est pas un problème de se tromper. Et il y a un nombre d'opportunités quasi infini. Merci Yves pour ton temps, pour ce podcast ensemble. C'était très cool. Est-ce que si les gens veulent te contacter et poser quelques questions suite à ce podcast, ils peuvent le faire? Ouais, c'est un problème. Ils peuvent me contacter, que ce soit sur LinkedIn. Tu mets mon mail, tu mets ce que tu veux. Pas de réseaux sociaux. Oui, Yves Méni sur LinkedIn, ce sera très bien. Trop cool. Bah écoute Yves, à plus. Merci. Un plaisir, Rémi. Bah, on se retrouve dans le pays que tu veux, quand tu veux. Tiens au courant, je te suis. Mexico City, Panama, j'ai hâte de voir le prochain. À plus tout le monde. Bye.